il se réveille en sursaut, le souffle coupé, comme si quelque chose venait de l'arracher à l'intérieur de lui. Les murs de sa petite maison vibrent encore du silence de la nuit, mais son cœur cogne si fort qu'il croit entendre des pas. Charlie s'assied brusquement, la peau froide, trempée de sueur, les yeux écarquillés vers l'obscurité. Dans un coin de la pièce, il croit revoir cette forme longue, sombre, ondulante, un serpent immense, noir comme une nuit sans lune, qu'il observe sans cligner. Il secoue la tête, tente de reprendre pied, mais l'image reste imprimée dans sa mémoire comme une brûlure. « Pourquoi j'ai vu ça ?» murmure-t-il, la voix tremblante. À cet instant, il a l'impression qu'un monde invisible s'est approché trop près de lui. Quand sa respiration se stabilise, la réalité revient frapper, sa chambre modeste, les fissures sur le mur, le vieux ventilateur qui souffle faiblement, le parfum de misère qu'il connaît depuis l'enfance. Charlie vit dans ce quartier depuis toujours, un endroit où les rêves se font écraser dès qu'ils dépassent la taille d'une idée. Les ruelles étroites, les disputes de voisins, les discussions de fin de soirée autour des problèmes d'argent, tout cela fait partie de son quotidien. Il a grandi ici, a vu les jeunes de son âge tomber dans les raccourcis dangereux, a vu les anciens mourir pauvres et fatigués. Depuis petit, il se répète, « Moi, je vais sortir d'ici. Je vais monter. Je ne finirai pas comme eux. » Mais pour l'instant, sa réalité n'a pas bougé d'un centimètre. À 24 ans, ce qui le tient debout, c'est sa mère. Sa santé fragile l'inquiète chaque jour, et la voir se fatiguer pour des tâches simples lui arrache l'âme. Charlie rêve de lui offrir une maison digne, un lit confortable, des soins, une vie où elle n'aurait plus besoin de sourire pour cacher la douleur. Un homme doit changer la vie de sa mère, répète-t-il souvent. C'est ce désir qui brûle en lui, ce besoin presque obsessionnel de briser la chaîne de pauvreté. Mais plus il avance, plus la réalité lui résiste. Et cette impuissance le dévore. Il en est arrivé à un point où chaque journée ressemble à une répétition inutile. Il travaille, il essaie, il s'efforce, mais rien ne change. On dirait que la vie joue avec moi, se surprend-il à dire parfois. La frustration devient un poison quotidien. Il voit les autres réussir grâce à des voies sombres, rapides, dangereuses. Il entend des phrases comme « Tu crois que la vie avance avec la prière ? Faut oser, mon frère. » Ces mots s'impriment. Il le blesse. Il le tente. Charlie commence à sentir une fissure s'ouvrir en lui, une zone où la lumière ne passe plus vraiment. Ce soir-là, alors qu'il tente de chasser la vision du serpent, quelqu'un frappe à sa porte. Un simple toc-toc, mais qui résonne comme un frisson dans son dos. Il ouvre. Un homme se tient là, immobile, avec un sourire trop calme pour être normal. « Charlie, j'ai quelque chose pour toi. Quelque chose qui pourrait changer ta vie pour de vrai. » Les mots tombent dans la pièce comme une pierre dans un puits profond. Charlie ne répond pas. Son cœur s'arrête une seconde. Il ne le sait pas encore, mais ce moment vient de fissurer son destin. À 18 ans, Charlie marche dans son quartier comme on traverse un champ miné. Il connaît les ruelles, les regards lourds, les murmures qui collent au dos. Ce jour-là, en rentrant de course, il voit un groupe de gars plus âgés le fixer depuis le mur tagué du terrain vague. Leur rire sec résonne comme une provocation. « Regarde-moi l'enfant de la misère », toujours avec son petit sachet, lance l'un d'eux. Charlie baisse les yeux, serre les dents, avance sans répondre. Ce n'est qu'un instant, mais son cœur se serre. L'air du quartier semble toujours vouloir écraser ceux qui rêvent trop haut. Il sent quelque chose dans sa poitrine, une colère silencieuse qui cherche un nom. Une voix en lui murmure, « Tu ne peux pas rester ici toute ta vie. » Depuis son enfance, la rue l'a éduqué plus durement que n'importe quel parent. À 18 ans, il est entouré d'amis qui parlent vite, vivent vite et disparaissent vite. Certains ont déjà choisi les chemins courts, deals nocturnes, magouilles, petits trafics. Il l'invite souvent. « Charlie, tu veux rester pauvre ou quoi ? Entre dans le vrai monde. » Il refuse, mais chaque refus lui coûte un morceau de respect, un morceau de confiance en lui. L'école n'a jamais vraiment marché pour lui. Trop de problèmes à la maison. Trop de distractions. Trop de responsabilités pour un enfant. À cet âge, il porte déjà des poids qui dépassent ses épaules. Il n'a personne pour le guider, seulement la rue qui murmure des conseils toxiques et des promesses creuses.
Mais malgré cette pression, malgré la pauvreté qui lui colle à la peau comme une seconde ombre, Charlie nourrit une obsession brûlante, changer son destin. Il ne veut pas seulement réussir. Il veut sortir de ce décor gris, changer d'air, changer de classe, changer de monde. Je mérite mieux que ça, se répète-t-il comme une prière, ou peut-être comme un aveu de douleur. Chaque soir, il imagine une autre vie, une maison neuve, un vrai lit, la paix, la sécurité. Il pense à sa mère, courbée par le travail, aux factures impayées, au stress qui ronge chaque sourire. Cette vision le hante plus fort que la peur de l'échec. Il sait qu'il doit fuir, mais il ne sait pas encore par où commencer. Un soir, alors qu'il accompagne un ami à une petite fête de quartier, tout dérape. Il porte ses vêtements les plus propres, mais trop simples. Quand il entre dans la cour, un groupe de filles chuchote en le regardant. L'une rit, ouvre la bouche à peine, on dirait qu'il est venu pour livrer quelque chose. La phrase tombe comme une claque. Les regards suivent, les sourires moqueurs aussi. Charlie sent son visage brûler, son cœur trembler. Il serre les poignets. Ce n'est pas la première fois qu'on se moque de lui, mais ce soir-là, quelque chose se brise réellement. Il sort sans parler. Dans la ruelle, il se dit en silence, « Un jour, vous verrez. Un jour, personne ne me rira au visage. » En rentrant chez lui, les lampadaires clignotent comme pour accompagner sa colère tenue. Son pas est plus rapide, son regard plus dur. Il ne sait pas comment il va s'en sortir, mais il sait désormais pourquoi il doit le faire. La honte qu'il porte sur ses épaules se transforme doucement en détermination froide. Et au fond de lui, une phrase se répète, inlassable, « Il faut que ma vie change. Il faut que quelque chose arrive. » À 20 ans, Charlie se réveille avant le soleil, déjà fatigué, déjà inquiet. Son ventre est serré, son esprit lourd. Une nouvelle journée commence, et il sait qu'elle sera identique à la précédente, longue, mal payée, ingrate. Il attrape son petit sac, enfile un t-shirt trop usé, puis sort dans la rue encore fraîche. Son téléphone vibre, un message de son patron du jour. « Viens vite. Et ne sois pas en retard comme hier. » La phrase lui claque au visage. Il inspire fort, comme pour repousser la honte. Mais au fond, il se demande combien de temps un homme peut supporter de vivre sans jamais sentir le goût de la victoire. À cette période de sa vie, Charlie fait tout pour survivre, porteur au marché, plongeur dans un petit restaurant, nettoyeur dans des chantiers où la poussière colle à la peau. Des boulots qui lui cassent les mains mais jamais ses chaînes. On le paie au jour, parfois pas du tout. Parfois on lui dit, reviens demain, on va voir. Il n'a pas le luxe de protester. Il accepte, il endure, il recommence. Le soir, il rentre épuisé, mais il sourit devant sa mère pour ne pas l'inquiéter. Pourtant, elle voit son dos courbé, ses yeux fatigués, ses mains tremblantes. Il fait semblant d'être fort, mais la vérité, c'est qu'il s'effondre un peu plus chaque semaine. C'est justement la maladie de sa mère qui le ronge le plus. À 21 ans, elle commence à avoir des douleurs persistantes, des vertiges, des épisodes où elle manque de s'évanouir. Charlie l'accompagne parfois au dispensaire, mais les médicaments coûtent cher. Les docteurs répètent, il faut agir tôt. Pourtant, il n'a pas les moyens d'agir tôt, ni tard d'ailleurs. Il la regarde lutter silencieusement, refusant d'être un poids. Elle lui dit souvent, « Mon fils, ne t'inquiète pas pour moi. Dieu fera grâce. » Mais ses yeux disent autre chose, la fatigue, la peur, la résignation. Chaque souffle difficile de sa mère lui brise une partie du cœur. Il se promet de la sauver, mais chaque jour lui rappelle qu'il n'y arrive pas. Peu à peu, un sentiment étrange s'installe, celui d'être un perdant dans un jeu où les règles ne sont pas faites pour lui. Charlie commence à penser qu'il a été oublié quelque part dans l'histoire. Il prie, parfois longtemps, parfois en larmes, mais les choses ne changent pas. Il se surprend même à dire, « Seigneur, tu m'entends vraiment ? Ou bien je parle dans le vide ?» Ce doute le blesse. Il a toujours cru que la foi pouvait déplacer les montagnes, mais désormais il se demande, et si certaines montagnes étaient faites pour nous écraser ? Cette pensée lui fait peur, mais elle s'installe. Elle s'accroche. Elle le suit. Un soir, alors qu'il rentre tard, seul dans une ruelle presque noire, il s'arrête brusquement.
Son cœur bat plus vite, sans raison claire. Un frisson lui traverse le dos, comme si quelque chose allait changer bientôt. Il ne sait pas d'où vient cette sensation, mais elle l'attrape à la gorge. Il continue de marcher, plus lentement, avec la certitude obscure qu'un tournant se prépare. Et au fond de lui, une question revient, insistante, combien de temps encore avant que ma vie bascule pour de bon ? À 22 ans, Charlie se tient debout devant la porte d'un petit atelier mécanique où il espérait être embauché. Le patron vient de secouer la tête sans même le regarder. Désolé, on a déjà quelqu'un. La phrase tombe comme une pierre glacée dans son estomac. Il reste un moment figé, incapable de bouger, de parler, de comprendre pourquoi sa chance refuse toujours de cogner à sa porte. Quand il finit par s'éloigner, les épaules lourdes, le soleil lui brûle le visage. Il se sent vide, comme si chaque refus lui arrachait un morceau de lui-même. Dans son esprit, une pensée tourne en boucle, pourquoi rien ne marche pour moi ? Cette période n'est qu'une succession de portes qui se ferment. Charlie essaie un apprentissage dans un salon de coiffure, mais on le remplace au bout de 2 semaines. Il trouve un petit poste de vigile, mais l'entreprise ferme brutalement. Il aide dans une boutique, mais après un vol, le patron l'accuse vaguement d'être trop distrait et ne le garde pas. Et à chaque fois, les gens du quartier commentent. Le garçon-là n'a pas de chance. Il n'est pas assez fort pour ce monde. Son destin est trop lourd. Ces phrases s'enfoncent en lui comme des aiguilles. Il voit ses amis de jeunesse glisser vers des activités douteuses et revenir avec de l'argent rapide. Certains le narguent, continuent de souffrir, Charlie. Tu veux faire le bon garçon ? La vie ne récompense pas les gentils. La pression devient un poids permanent sur sa nuque. Peu à peu, Charlie commence à s'éloigner des autres. Non pas par choix, mais par fatigue. Il n'a plus la force de répondre aux questions, d'expliquer sa situation, de cacher sa honte. Il sort moins, parle moins, se confie rarement. Ses amis s'éloignent aussi, les discussions tournent autour de plans rapides, de risques, d'argent sale. Lui ne veut pas entrer dans ce monde, alors il devient un étranger parmi les siens. Certains disent même, Charlie, il vit dans sa tête. Il passe plus de temps seul dans sa petite chambre, assis sur son lit, regardant le plafond pendant de longues minutes. Le silence devient son refuge, mais aussi sa prison. Un soir de pluie, alors qu'il rentre d'un énième refus, Charlie s'arrête sous le toit d'un kiosque fermé. L'eau tombe fort, le vent frappe son visage. Il regarde les flaques se former, les gouttes se briser, et un sentiment inquiétant s'installe. Une voix froide en lui murmure, « Tu n'iras nulle part. Tu es fait pour rester ici. » Il tente de chasser cette pensée, mais elle revient, plus lourde, plus vraie. Il commence à perdre la foi en ses efforts, en ses rêves, même en ses prières. La désillusion s'installe comme une ombre derrière lui, silencieuse mais persistante. Il se demande si la vie est vraiment un chemin, ou juste un piège où certains sont condamnés à tourner en rond. Alors qu'il reprend la route, trempé, le tonnerre gronde violemment. Charlie sursaute, lève les yeux vers le ciel. Il ne sait pas pourquoi, mais il a l'impression que quelque chose l'observe depuis l'obscurité, quelque chose qui attend le moment exact pour entrer dans sa vie. Une sensation étrange lui parcourt la colonne. Il serre les poings, avance plus vite, avec ce pressentiment lourd, il va se passer quelque chose, et je ne suis pas prêt. À 23 ans, Charlie se réveille un matin avec une sensation qu'il ne connaît que trop bien, celle d'un cœur trop lourd pour un corps trop mince. Il ouvre les yeux, regarde le plafond fissuré, et un vide terrible envahit sa poitrine. Il n'attend plus rien du jour qui commence. Pas d'espoir, pas de surprise, pas de bonnes nouvelles. Juste une longue suite d'heures identiques. Il reste allongé, immobile, jusqu'à ce que le soleil frappe légèrement la fenêtre. Et là, une phrase glisse dans son esprit, froide comme un verdict, « Je crois que je n'ai plus d'avenir. » Il se lève, mais c'est comme si une partie de lui était restée sur ce lit, écrasée par la fatigue morale. À cet âge où d'autres construisent leur avenir, Charlie, lui, enterre les siens un à un. Il rêvait d'être technicien, puis commerçant, puis même chauffeur professionnel. Mais chaque rêve s'est effrité, comme si le monde refusait de lui laisser une seule ouverture. Il regarde les jeunes qu'il connaissait avancer dans leur vie, certains mariés, d'autres déjà propriétaires d'un petit commerce. Lui,
il reste au point de départ. Il a arrêté de se projeter, arrêté de visualiser un futur meilleur. Quand on lui demande ce qu'il veut dans la vie, il répond « Je veux juste respirer sans avoir mal ». La phrase choque ceux qui l'entendent, mais c'est la vérité. Ses ambitions se sont écrasées contre une réalité trop brutale. Il a l'impression d'être un homme qui marche avec une valise pleine de rêves cassés. C'est à cette époque qu'il commence à remarquer un phénomène étrange dans son quartier. Certains jeunes, autrefois perdus comme lui, réapparaissent soudain avec des vêtements neufs, des téléphones dernier cri, des motos rapides. Ils ne travaillent nulle part, mais ils dépensent comme des princes. La rumeur court, ils ont trouvé la porte courte. Charlie ne les fréquente pas, mais il les observe. Une fois, il voit l'un d'eux sortir discrètement d'une voiture sombre, accompagné d'un homme qu'il n'avait jamais vu auparavant. Un autre soir, il entend des discussions au coin d'une ruelle. Pour avoir, il faut sacrifier quelque chose. Rien n'est gratuit dans ce monde. Ces mots le troublent. On parle de pactes, de deals spirituels, de contrats invisibles. Il ne comprend pas vraiment, mais il sent une odeur de danger voilée sous le parfum du luxe. C'est là que la vraie bataille commence, non pas dehors, mais dans sa tête. Charlie commence à se dire que peut-être, pour réussir, il faut sortir du chemin normal. Peut-être que la vie n'offre rien à ceux qui attendent gentiment leur tour. Parfois, il entend ses propres pensées lui murmurer « Tu veux rester pauvre toute ta vie ? Regarde où la patience t'a mené. » Il lutte contre ses idées, mais elles reviennent encore et encore. Avec la maladie de sa mère qui s'aggrave, la misère quotidienne, les humiliations répétées, son esprit devient vulnérable. Une brèche s'ouvre en lui. Il ne cherche pas encore la tentation, mais il commence à être prêt à l'écouter si elle frappe à sa porte. Et ça, il le sent. Il le sait. Un soir, assis sur une pierre devant sa maison, il observe les lumières du quartier au loin. Il a l'impression que tout brille pour les autres sauf pour lui. Le vent souffle doucement, mais dans ses oreilles, il entend comme un appel invisible, un murmure lointain qu'il ne comprend pas encore. Il ferme les yeux un instant, et une sensation étrange traverse son esprit, comme si quelque chose approchait lentement de sa vie. Il rouvre les paupières, le cœur serré. Une chose est sûre, un tournant se prépare, et l'air autour de lui semble déjà emporter l'odeur. À 24 ans, Charlie rentre d'une journée interminable quand il entend une voix derrière lui. Une voix calme, posée, presque trop douce pour appartenir à quelqu'un du quartier. Il se retourne et voit un homme qu'il n'a jamais vu auparavant, impeccablement habillé, la police, le regard profond, comme s'il savait déjà tout de lui. L'homme n'a rien d'un voisin. Rien d'un passant. Rien d'un pauvre. Il sourit lentement, un sourire qui ne monte pas jusqu'aux yeux. « Charlie, on m'a dit que tu cherches une vraie chance. » Le jeune homme reste figé. Comment connaît-il son nom? Comment sait-il ce qu'il traverse? Une brise froide passe entre eux, et dans ce silence étrange, Charlie sent que quelque chose vient d'entrer dans sa vie, quelque chose de trop calme pour être normal. L'homme l'invite à marcher quelques pas plus loin, comme s'ils se connaissaient déjà. Sa voix est apaisante, presque hypnotique. « Je vais te dire une vérité simple, ta vie peut changer, et très vite. Il existe des portes qui ne s'ouvrent pas à ceux qui frappent avec les mains, mais à ceux qui frappent avec le cœur. » Charlie fronce les sourcils, intrigué mais méfiant. L'homme poursuit, « Tu veux prendre soin de ta mère. Tu veux sortir de cette vie qui t'étouffe. Tu veux la réussite, pas dans 10 ans, maintenant. » Chaque mot touche une plaie ouverte. Mais quand Charlie demande comment tout cela serait possible, l'homme esquisse un sourire étrangement rassurant, « Tu n'as pas besoin de comprendre. Seulement de dire oui. » Aucune explication. Aucune précision. Juste une promesse enveloppée de mystère. Ce qui trouble Charlie, ce n'est pas ce que l'homme dit, c'est ce qu'il semble savoir. Il parle avec une précision troublante, ses peurs, ses frustrations, son sentiment d'échec, sa mère malade, ses nuits blanches. Tu t'es battu assez longtemps. Maintenant, laisse quelqu'un d'autre te montrer le chemin. Le ton est si simple, si posé, qu'on dirait presque un conseil amical. Mais derrière chaque phrase, Charlie ressent une pression douce, comme si son esprit glissait, dérivait, se laissait convaincre. L'homme lui tend alors une fine chemise en cuir contenant un document.
C'est juste une formalité. Une garantie que tu veux vraiment changer de vie. Rien de méchant. Il dit cela avec une certitude tranquille. Trop tranquille. Charlie regarde ses mains trembler légèrement. L'homme ajoute alors d'une voix basse, « Tu as assez souffert. Tu mérites ce qui arrive. » Le jeune homme sent son cœur se serrer. Les mots sont doux, mais ils piquent comme du miel empoisonné. La nuit tombe lentement, et dans cette lumière orange, Charlie tient le contrat sans comprendre pourquoi il se sent obligé de le signer. Le document est long, écrit en termes compliqués. Mais l'homme insiste, la lecture n'est pas nécessaire. Si tu veux que ta vie change, tu dois agir, pas réfléchir. Cette phrase frappe Charlie de plein fouet. Il pense à sa mère, à ses échecs, à son enfance, à toutes les portes qui se sont fermées. Et quelque chose en lui cède. Comme un barrage qui se brise d'un coup. Il prend le stylo, inspire profondément et signe. Une signature simple, rapide, presque trop facile. L'homme sourit cette fois-ci avec une satisfaction glacée. Bienvenue du bon côté. Ces mots glissent dans l'air comme un seau invisible. Quand l'homme disparaît dans la pénombre comme s'il n'avait jamais été là, Charlie reste seul avec la chemise en cuir contre sa poitrine. Le vent devient plus froid, plus lourd, comme si l'atmosphère autour de lui venait de changer subtilement. Il ne sait pas pourquoi, mais une petite vibration traverse son dos, une sensation qu'il n'arrive pas à nommer. Il rentre chez lui lentement, le souffle court, le cœur battant trop vite. Une phrase tourne dans son esprit, insistante, incontrôlable, « Qu'est-ce que je viens de faire ?» Tout commence dès le lendemain. Charlie se réveille et réalise que son téléphone affiche une notification étrange, « Votre solde a été crédité. » Quand il consulte le montant, ses mains tremblent au point qu'il manque de faire tomber l'appareil. La somme dépasse tout ce qu'il aurait pu gagner en plusieurs années. Il cligne des yeux, recule, vérifie encore et encore. Ce n'est pas une erreur. Ce n'est pas un rêve. Le monde autour de lui semble soudain trop petit, trop étroit pour contenir ce choc. Une phrase surgit dans son esprit, brutale, impossible à ignorer, ça commence. Le jeune homme reste debout, immobile, le cœur battant à toute vitesse, incapable de savoir s'il doit se réjouir ou s'inquiéter. Les jours qui suivent ressemblent à une tempête silencieuse. Les choses arrivent trop vite. On lui propose une voiture flambant neuve en attente de son nom. Une agence lui remet les clés d'une grande maison moderne qu'il ne visite même pas entièrement avant de s'y installer. Il reçoit des appels, des félicitations de personnes qu'il n'a jamais rencontrées. Partout, on le traite soudain avec respect. Monsieur Charlie, votre dossier est prioritaire. Monsieur Charlie, tout est réglé. Il achète des vêtements luxueux, des gadgets coûteux, des choses qu'il avait seulement vues sur des affiches. Chaque achat renforce l'impression qu'il vient de traverser une frontière invisible. Il sourit, mais au fond, une part de lui n'arrive pas à suivre. Tout va trop vite. Bien trop vite. Mais derrière ce décor parfait, quelque chose sonne faux. Un jour, alors qu'il signe des documents pour sa nouvelle voiture, la conseillère lui dit « Vous aviez déjà déposé ce dossier, non ?» Charlie fronce les sourcils. Il n'a jamais mis un pied ici auparavant. Un autre jour, en entrant dans une boutique, un vendeur s'exclame « Ah, vous êtes revenu !» Pourtant, c'est la première fois qu'il vient. Ces détails lui tordent l'estomac. Il commence à remarquer de petits frissons dans sa maison, des bruits légers comme si quelqu'un marchait sur le sol. Des ombres qu'il croit voir bouger dans les reflets des vitres. Quand il en parle, personne ne le prend au sérieux. C'est le stress de la richesse, et... Mais Charlie sait que ce n'est pas du stress. Il sent qu'une présence l'a suivi dans cette nouvelle vie. La première nuit dans sa grande maison est la plus étrange. Il découvre des pièces silencieuses, trop propres, trop froides. Il marche lentement, écoute l'écho de ses pas, puis s'installe dans sa chambre immense. Le lit est si confortable qu'il s'y enfonce comme dans un nuage. Pourtant, quand la lumière s'éteint, un malaise profond s'installe. Le silence est trop lourd, presque agressif. Il entend un souffle léger, comme un glissement sur le sol. Un son qui n'existait pas une seconde plus tôt. Il retient sa respiration, tend l'oreille. Rien. Mais son cœur bat si fort qu'il peine à rester immobile.
Une sensation étrange, glaciale, monte le long de sa colonne. Il se met à murmurer, « Il y a quelqu'un ici », sans comprendre que ce quelqu'un n'a rien d'humain. Au cœur de la nuit, il ouvre les yeux brusquement, persuadé qu'une présence se trouve au pied de son lit. Son corps se fige. Il voit une ombre passer trop lentement pour être un simple jeu de lumière. Son souffle devient court, ses doigts tremblent malgré lui. Il ne sait pas ce qu'il a vu, mais il sait que ce n'est pas un hasard. Une pensée violente s'impose à son esprit, comme un murmure qui n'a pas été prononcé, « Tu n'es plus seul ici ». La première nuit, tout bascule. Charlie dort à peine depuis quelques minutes quand un frisson violent traverse sa colonne, comme si l'air autour de lui s'était glacé d'un seul coup. Il ouvre les yeux lentement, puis son souffle se bloque. Au coin de sa chambre, juste là où l'ombre est la plus dense, une forme longue et massive se détache du noir. Un serpent. Mais pas un serpent normal. Un serpent noir immense, luisant, épais comme un tronc, immobile, posé là, comme s'il l'attendait depuis toujours. Ses yeux rouges scintillent dans l'obscurité, deux braises silencieuses qui semblent sonder chaque battement de son cœur. Charlie reste figé, incapable de respirer. Pendant de longues secondes, le serpent ne bouge pas. Il l'observe. Et dans ce regard immobile, il sent quelque chose de terrible, ce n'est pas un animal, c'est une présence. Le lendemain, il tente de se convaincre qu'il a rêvé. Mais la deuxième nuit efface toute illusion. Cette fois, il laisse la lumière tamisée d'une lampe de chevet, trop effrayé pour plonger dans l'obscurité totale. Pourtant, quand l'horloge du salon sonne 3 heures, un froid profond envahit la chambre. Il ouvre les yeux, et le serpent est là. Mais plus proche. Beaucoup plus proche. Ses écailles brillent doucement, comme si elles respiraient. Il avance d'un mouvement lent, silencieux, presque calculé. L'air devient lourd, étouffant. Charlie sent le sol vibrer sous le poids du reptile, ou peut-être est-ce son propre cœur prêt à éclater. Il veut crier, mais aucun son ne sort. Le serpent approche sa tête colossalement près du lit, puis s'arrête, comme pour lui dire « Je sais où tu es. Je reviendrai ». Cette nuit-là, Charlie ne cligne même plus les yeux jusqu'à l'aube. La troisième nuit, il n'a même plus la force de lutter contre le sommeil. Il tente de rester éveillé, marche dans sa chambre, ouvre les fenêtres, frappe ses joues. Mais son corps finit par céder. Et à 3 heures, le froid revient. Il n'ouvre pas les yeux. Il sent. Il sent le serpent tout près, juste à côté de son lit. Puis une voix résonne dans sa tête. Pas dans la pièce. Dans sa tête. Une voix grave, lente, qui ne ressemble à rien d'humain. Tu dors. Tu meurs. Charlie hurle intérieurement sans pouvoir sortir un son. Son corps est paralysé. La voix reprend, encore plus froide. Il ne ferme plus jamais les yeux. Il se réveille en sursaut, haletant, la gorge sèche, le cœur au bord de la rupture. Il comprend que le serpent n'a plus besoin de se montrer. Il peut entrer dans son esprit. À partir de ce moment, quelque chose se brise en lui. Charlie ne sait plus ce qui est réel, ce qui est hallucination, ce qui est menace ou simple peur. Il n'ose plus s'asseoir, n'ose plus s'allonger, n'ose plus cligner trop longtemps. Ses yeux brûlent, son corps tremble, ses pensées tournent en rond. Il répète « Je ne dois pas dormir, je ne dois pas dormir », comme un mantra désespéré. Son esprit devient une pièce sombre où chaque silence sonne comme un danger. Il commence à entendre des froissements imaginaires, des sifflements qui n'existent pas, des ombres qui bougent alors qu'elles sont immobiles. La ligne entre la réalité et la terreur devient floue. Très floue. La nuit suivante approche, lente, inévitable. Et tandis que la lumière disparaît derrière les vitres, Charlie sent son cœur battre avec la peur d'un homme piégé. Il ferme un instant les yeux pour respirer, et il croit entendre quelque chose glisser dans le couloir, comme si une présence géante attendait déjà. Une seule pensée lui traverse l'esprit, brutale, cette nuit-là, je ne suis plus sûr de survivre à ma propre chambre. Depuis la 3e nuit, Charlie n'a pas fermé les yeux plus de quelques secondes. Ses paupières pèsent comme du ciment, son corps tremble sans prévenir, et sa respiration est saccadée. Il reste assis dans le salon, immobile, les yeux écarquillés, murmurant « Je ne dors pas »,
il sent son cerveau grésiller, ses pensées dériver comme des feuilles emportées par un vent violent. Par moments, il croit voir la pièce se déformer légèrement, comme si les murs respiraient. La simple idée de s'allonger lui donne des nausées. Il sait que le serpent n'attend qu'un clignement trop long pour revenir. La privation épuise son corps, mais surtout son esprit. Et dans ce silence terrifiant, Charlie comprend qu'il est en train de perdre quelque chose de précieux, sa stabilité mentale. Les jours suivants deviennent un labyrinthe dans lequel il se perd. Parfois, il parle tout seul, parfois il oublie où il est, parfois il se met à rire nerveusement sans raison. Dans le miroir, il ne reconnaît presque plus son propre visage. Ses yeux sont rouges, gonflés, ceux d'un homme qui a cessé d'appartenir au monde des vivants. Il commence à entendre des bruits qui n'existent pas, des froissements derrière les murs, des souffles froids sur sa nuque, des chuchotements indistincts qui ressemblent à son nom. Charlie, il sursaute, se retourne, mais ne voit personne. Une sensation nouvelle s'installe, quelque chose de dangereux, il ne sait plus si la menace est extérieure ou déjà dans sa tête. La ligne entre réalité et hallucination devient de plus en plus fragile, prête à se briser. Pour se convaincre qu'il n'est pas fou, Charlie tente de reprendre une vie normale. Il sort, essaie de sourire, d'acheter des choses comme un homme riche. Il se force à aller en boîte de nuit avec des inconnus. Il s'assoit à une table, commande une bouteille chère, discute avec des gens qui le regardent comme un nouveau notable. Mais même au milieu des lumières, il voit des ombres ramper le long des murs. Même dans la musique forte, il croit entendre un souffle sinistre. Il reste debout toute la nuit, incapable de se détendre. Quand quelqu'un lui dit « Tu fais la fête ou quoi ?», il répond d'un sourire crispé « Je suis juste vivant ». Mais à l'intérieur, il sait qu'il ne fait que jouer un rôle. Le monde extérieur ne peut pas masquer la peur qui le ronge de l'intérieur. Le lendemain de sa sortie en boîte, il apprend que l'établissement a brûlé pendant la nuit. Il se fige, la gorge sèche. Il repense à la phrase de l'homme mystérieux « Ta vie peut changer, très vite ». Il ne comprend pas encore, mais il devine que ce n'est pas un hasard. Quelques jours plus tard, une autre boîte où il avait dépensé tombe dans un accident grave. Une boutique où il avait acheté des vêtements se fait cambrioler juste après son passage. Partout où il laisse de l'argent, quelque chose se brise. Il commence à comprendre un schéma, une logique noire qui l'entoure. Il se tient la tête entre les mains, les yeux écarquillés, et murmure « Ce n'est pas normal, quelque chose me suit. Quelque chose détruit derrière moi. » Une nuit, alors qu'il compte les minutes pour ne pas s'endormir, il réalise que le silence de sa maison est trop profond, presque artificiel. Il tend l'oreille, et croit entendre, quelque part dans l'obscurité, un glissement léger, lent, patient. Son cœur s'arrête un instant. Il sent que ce n'est que le début, et que le prix de ce pacte caché n'a même pas encore commencé à se montrer dans toute son ampleur. Les jours qui suivent deviennent un cauchemar éveillé. Chaque fois que Charlie dépense de l'argent, une catastrophe surgit comme une ombre qui le suit. Il paie un repas dans un restaurant chic, le soir même, l'endroit prend feu. Il réserve une table dans une autre boîte, un accident effroyable survient quelques heures plus tard. Il achète un appareil coûteux dans une boutique flambant neuve, le lendemain, la vitrine est brisée, le magasin laissé en ruine. Il observe ce schéma avec un vertige glacé. Ce n'est plus une coïncidence, ce n'est plus du hasard, c'est un mécanisme. Un engrenage invisible qui se déclenche dès que son argent quitte ses mains. Il se retrouve debout dans son salon, tremblant, répétant « Pourquoi ça tombe toujours après moi ? Pourquoi dès que je touche quelque chose, ça s'effondre ?» Ses pensées se tordent, son souffle devient court. La peur serre son cœur comme une main froide. Mais le pire commence lorsqu'il essaie d'aider une personne. Pensant faire le bien, il donne un peu d'argent à un voisin malade. 2 jours plus tard, l'homme tombe gravement malade, sans explication. Charlie offre de l'argent à un ami pour réparer sa moto, cet ami se retrouve hospitalisé à la suite d'un accident inexplicable. Il aide une cousine en difficulté, elle s'évanouit subitement et développe des complications mystérieuses. À chaque fois, c'est le même enchaînement, il donne, et la vie de quelqu'un se brise. Comme si sa générosité était devenue un poison, une malédiction déguisée. Charlie se tient la tête entre les mains, horrifié par ce qu'il découvre. Pourquoi ceux que j'aide meurent presque ?
Pourquoi l'argent détruit au lieu de sauver? Il n'ose plus tendre la main à personne. Sa richesse est devenue une arme qu'il ne contrôle pas. Petit à petit, une vérité sombre se construit dans son esprit, pièce par pièce, comme un puzzle macabre. Il repense aux paroles de l'homme mystérieux, à la signature du contrat, à l'apparition du serpent. Il comprend que ce n'était pas un simple accord, c'était un échange. Une transaction où la richesse s'accompagne d'un prix caché. À mesure qu'il observe les catastrophes, 3 règles se dessinent clairement dans sa tête, comme inscrites au fer rouge. Quand il dépense, un lieu tombe. Quand il donne, une vie souffre. S'il dort, il meurt. Ces lois invisibles deviennent une vérité qu'il ne peut plus nier. Il marche dans la maison, les yeux écarquillés, murmurant « c'est ça le piège. On ne m'a jamais donné, on m'a échangé. » Il réalise que sa nouvelle vie n'est pas un cadeau, mais un piège soigneusement refermé sur lui. La peur devient un compagnon permanent. Elle ne l'accompagne pas, elle l'habite. Elle s'installe dans ses muscles, dans ses veines, dans son souffle. Il n'ose plus sortir, n'ose plus toucher de l'argent, n'ose plus regarder quelqu'un dans les yeux. Il se sent comme une bombe qui explose tout ce qu'elle touche. La maison luxueuse devient une cage trop grande, trop vide, trop silencieuse. Il dort debout, marche en tournant en rond, parle tout seul pour ne pas sentir le poids du silence. Parfois, il entend un frottement dans les murs, un souffle derrière son oreille, un sifflement qui ressemble à un avertissement. Il recule contre le mur, tremble, répète « je ne veux plus, je ne veux plus, je ne veux plus », mais au fond, il sait qu'il est déjà trop tard. Un soir, alors qu'il tente de rester éveillé en fixant les lumières de la ville, une ombre glisse lentement sur le sol, comme si quelque chose se faufilait juste derrière lui. Il se fige, incapable de respirer. Une sensation lourde, presque électrique, envahit la pièce. Et dans ce silence étouffant, une pensée le transperce, « je crois que ce pacte n'a même pas encore montré tout ce qu'il a exigé de moi. » À bout de nerfs, Charlie décide de vérifier s'il devient fou, ou si les règles qu'il a comprises sont réelles. Une nuit, il ressort discrètement, capuche sur la tête, les yeux brûlés par la fatigue. Il s'arrête devant une petite épicerie de quartier. Son cœur bat trop vite. Il entre, achète une boisson et un paquet de biscuits, des choses simples, insignifiantes. Quand il pose les billets sur le comptoir, un frisson glacé lui traverse la nuque. Il sort précipitamment, observe le magasin depuis la rue, le souffle court. 1 heure plus tard seulement, une fumée noire commence à s'élever. Les gens crient, courent. Le feu avale le petit commerce. Charlie se recule, horrifié. « Non, non, c'est moi, c'est vraiment moi », murmure-t-il, le visage décomposé. Ce n'est plus une impression. Ce n'est plus une théorie. C'est une loi. Une sentence. Une mécanique diabolique qui réagit à chacun de ses gestes. Il décide de tester la 2e règle. Sans se montrer, il glisse un billet dans la poche d'un enfant du quartier, un petit qu'il connaît depuis toujours. Il ne veut rien voir, rien savoir, mais 1 heure plus tard, les cris retentissent dans la rue, l'enfant s'est effondré. Charlie s'écroule contre un mur, incapable de tenir debout. Les pièges sont partout, invisibles, silencieux, attachés à lui comme une ombre damnée. Partout où il passe, il laisse derrière lui une trace de destruction. Il vit désormais dans un monde où chaque geste a un prix sanglant. Il comprend alors une phrase qu'il répétera longtemps dans sa tête, « Ce pacte n'a pas besoin que tu sois mauvais. Il suffit que tu existes. » Cette révélation le brise un peu plus, comme si quelqu'un lui écrasait l'âme sous les pieds. Le quartier commence à l'observer d'un œil étrange. On le voit passer sans parler, les yeux rouges, le souffle court. On voit aussi les malheurs qui surgissent après son passage. Les gens chuchotent. Quand il vient quelque part, il y a toujours un problème. Ce gars-là porte quelque chose sur lui. Certains l'évitent. D'autres changent de trottoir en le voyant approcher. Ses amis ne lui répondent plus. Même ceux qui l'enviaient autrefois ne veulent plus s'asseoir avec lui. Il tente d'expliquer, une fois, à un ami proche. Mais l'homme s'éloigne lentement, effrayé, comme s'il parlait à quelqu'un contaminé. Sa richesse, qui devait le sortir de la misère, l'a transformé en paria. Une présence que personne ne veut près de soi.
La phrase « J'ai tout perdu alors que je venais de tout gagner » devient sa nouvelle vérité. Dans sa grande maison froide, Charlie passe ses journées dans le silence, les volets souvent fermés. Il marche en rond, les mains sur la tête, répétant « Je ne peux toucher personne. Je ne peux aider personne », son téléphone ne sonne plus. Personne ne passe. Personne ne frappe à sa porte. La solitude devient épaisse, suffocante. Il ressent parfois le poids de la maison comme un tombeau luxueux, un palais sans habitants. Il n'a plus le droit de dépenser, plus le droit de donner, plus le droit de dormir. Il existe, mais en tant que danger vivant. Le monde entier devient un terrain piégé, et lui en est le centre. Chaque silence amplifie sa peur. Chaque ombre lui donne l'impression qu'une présence l'observe, patiente, prête à se manifester. Un soir, alors qu'il est assis au milieu du salon, les yeux perdus dans le vide, il entend un bruit léger, discret, presque trop fin pour être réel. Comme un souffle qui serpente au sol. Il relève la tête, le cœur battant dans sa gorge. Il ne voit rien, mais il sent. Une sensation lourde, glaciale, annonce que cette solitude n'est pas vraiment une solitude. Quelque chose, quelque part dans cette maison immense, vient de se réveiller. Charlie ne ressemble plus à un être vivant. Ses paupières tremblent sans arrêt, son souffle est court, sa peau est froide. L'absence de sommeil l'a transformé en spectre. Il marche comme un homme ivre, vacillant, à peine capable de garder l'équilibre. Par moments, il voit des taches noires flotter dans son champ de vision. Il cligne juste un peu trop longtemps, et son cœur s'emballe, certain que le serpent surgira. Il n'a plus la force de tenir debout, mais il sait qu'il n'a pas le droit de s'écrouler. Il murmure des phrases sans sens, comme pour repousser la nuit, « Je ne dors pas, je ne dors pas, je suis encore là », il parle pour rester conscient, pour lutter contre ce vide qu'il aspire. Chaque minute est un combat contre son propre corps, un duel entre la vie et un sommeil qui pourrait être sa tombe. Et comme si la fatigue ne suffisait pas, l'apparition du serpent devient quotidienne. Il ne choisit plus l'heure, il ne choisit plus le lieu. Parfois, Charlie le voit glisser lentement le long du couloir, comme une ombre vivante. Parfois, le serpent surgit dans un coin de la pièce, immobile, gigantesque, les yeux rouges fixés sur lui. D'autres fois, ce n'est même pas une apparition complète, juste un mouvement, un sifflement, un scintillement noir dans une vitre. Le monstre joue avec ses nerfs. Il n'a plus besoin d'être vu pour exister. Il envahit l'espace, s'insinue dans chaque silence. Une nuit, en marchant dans la cuisine, Charlie croit sentir quelque chose toucher légèrement sa cheville. Il bondit en arrière, tremblant, les yeux grands ouverts. Rien. Mais il sait que ce rien n'était pas vide. Il le sent dans sa chair. Le serpent est devenu une présence permanente, un souffle à côté de son propre souffle. Sa maison, autrefois symbole de réussite, n'est plus qu'un piège doré. Les pièces immenses résonnent d'un écho sinistre. Les lumières automatiques s'allument parfois seules, comme si quelque chose passait devant les capteurs. Les couloirs semblent plus longs chaque jour, plus sombres, plus froids. Les objets luxueux n'ont plus aucune valeur, montres, vêtements, meubles coûteux, tout cela lui donne envie de vomir. Chaque rideau, chaque lustre, chaque porte semble appartenir au serpent, pas à lui. Il ne sort presque plus, de peur d'attirer de nouveaux malheurs. Il reste enfermé dans sa propre richesse, comme un prisonnier qui a reçu une cellule en marbre. La phrase qu'il s'était jurée un jour prend une forme ironique, « Je voulais sortir de la misère, et je suis tombé dans une misère plus grande, mais mieux décorée. » Les jours et les nuits se mélangent. Charlie ne sait plus quand il a mangé pour la dernière fois, ni quand il a parlé à quelqu'un. Il perd la notion du temps, du réel, de lui-même. Parfois, il regarde sa main et ne la reconnaît pas. Parfois, il oublie où il se retrouve debout dans un couloir sans savoir comment il y est arrivé. Il commence à douter de ses propres pensées. Il ne sait plus ce qui est hallucination et ce qui est véritable. Il murmure, « Je deviens fou, je deviens quelqu'un d'autre », la maison semble pivoter autour de lui, comme si ses murs respiraient et changeaient de forme. Il ne vit plus dans une maison, il vit dans un brouillard. Un labyrinthe intérieur où chaque couloir mène à sa propre peur. Sa réalité se fissure, son esprit se délite, et la frontière entre lui et la présence du serpent devient presque inexistante. Une nuit,
Alors qu'il tient sa tête entre ses mains, les yeux brûlants, il entend un son clair, net, précis, un glissement lourd juste derrière lui. Pas rapide. Pas discret. Lenteur volontaire. Comme si quelque chose s'annonçait. Il ne se retourne pas. Il n'y arrive pas. Et pourtant, il sent un souffle froid effleurer son cou. Une seule pensée traverse son esprit, violente, instinctive, ce n'est plus une apparition, c'est une présence qui se rapproche. Charlie atteint un niveau de chute intérieure qu'il n'aurait jamais imaginé. Chaque matin ressemble à un réveil dans un gouffre sans fond. Il n'a plus d'énergie, plus de volonté, plus de force pour lutter. Il reste de longues heures assis sur le sol, le dos contre le mur froid, les yeux vides. Il ne pleure plus. Il ne parle plus. Il ne pense presque plus. C'est comme si quelque chose en lui s'était éteint, un à un, jusqu'à laisser un espace creux où la vie peine à respirer. Parfois, il murmure des phrases qui ne ressemblent plus à des mots, juste des fragments de douleur. Je suis fatigué, fatigué de moi, fatigué d'exister, la dépression n'est pas seulement un poids, c'est une ombre qui s'accroche à lui, une ombre qui le suit même quand il ferme les yeux. À cette fatigue s'ajoutent des crises de panique violentes qui éclatent sans prévenir. Il peut être assis, immobile, quand soudain son cœur s'emballe, ses mains deviennent froides, son souffle court. Il se lève en tremblant, se tient la tête, croit qu'il manque d'air malgré la grandeur de la maison. Il répète, ça vient, ça revient encore, comme si quelque chose le poursuivait constamment. Sa respiration devient si rapide qu'il finit parfois couché au sol, les doigts crispés, les yeux écarquillés, persuadé qu'il est en train de mourir. Mais ce n'est jamais la mort qui vient. C'est la peur. Une peur qui le transperce comme une aiguille chauffée à blanc. Parfois, il frappe contre les murs, comme pour s'échapper de lui-même. Parfois, il se met à courir dans la maison sans savoir où il va, cherchant juste un endroit où la panique ne le trouvera pas. À force de ne plus dormir et de vivre dans un état de terreur constante, son esprit commence à se fendre. Il entend des voix qu'il ne reconnaît pas, des murmures qui ne viennent de nulle part. Il voit des silhouettes passer à la périphérie de sa vision. Une fois, il est certain d'avoir vu sa propre mère debout dans le couloir, immobile, le regard vide, avant de réaliser qu'il n'y a personne. Une autre fois, il voit une porte s'ouvrir lentement alors qu'aucun courant d'air ne souffle dans la maison. Il entend parfois un sifflement, parfois un rire faible, parfois un simple souffle qui glisse sur sa peau comme une caresse glacée. Il ne sait plus si ses visions sont réelles, ou si c'est son esprit qui se disloque. Je deviens fou, répète-t-il, mais ce n'est pas une plainte. C'est une constatation. Un état. Sa perception du monde est devenue un terrain instable où chaque seconde menace de l'engloutir. Dans ce chaos mental, Charlie tente désespérément de trouver une solution. Il fouille chaque pièce, cherche des passages cachés, ouvre compulsivement des placards comme si une porte pouvait soudain l'aider à fuir. Il regarde des vidéos religieuses, relit des versets, implore Dieu, implore même le vide. Il écrit sur un morceau de papier, « Aidez-moi, s'il vous plaît », puis le froisse, certain que personne ne le trouvera jamais. Il pense à partir, mais quelque chose lui dit que le serpent le suivra partout. Il pense à appeler quelqu'un, mais chaque personne qu'il contacte pourrait être détruite par lui. Alors il se recroqueville dans un coin, les bras autour de ses jambes, cherchant une échappatoire dans un monde qui n'en propose aucune. Il frappe sa tête contre le mur, doucement, comme pour réveiller une idée, un espoir, une issue, mais rien ne vient. Une nuit, alors qu'il est assis sur le sol, les yeux rouges, la respiration lente et fragile, il entend un bruit qu'il n'avait encore jamais entendu, un glissement lourd, suivi d'un souffle long, très long, juste derrière lui. Son corps se fige, son cœur s'arrête. Il ne bouge pas. Il ne respire plus. Dans ce silence suspendu, une seule pensée traverse sa tête comme un éclair, cette maison n'attend plus que ma chute. À 24 ans, au bord du gouffre, Charlie marche comme un homme brisé vers l'église du quartier. Le soleil tape, mais il ne le sent même pas. Sa tête tourne, ses jambes tremblent, son souffle est court. Quand il pousse doucement la porte en bois, un silence sacré envahit la pièce. Une odeur d'encens flotte dans l'air, les bancs sont vides, et la lumière traverse les vitraux comme des fragments de paix. Charlie avance lentement, chaque pas ressemblant à un aveu. Il s'assoit au premier rang,
la tête entre les mains. Ses lèvres tremblent. « Seigneur, je suis fatigué, je n'en peux plus », sa voix est brisée, presque inexistante. Il n'est pas venu pour prier, il n'a plus la force. Il est venu pour être entendu. Pour ne pas mourir seul dans ce pacte qui le dévore. Le pasteur entre quelques minutes plus tard, surpris de le voir dans cet état. Il s'approche, pose une main légère sur son épaule. « Mon fils, qu'est-ce qui t'arrive ?» Charlie lève des yeux rougis, cherche les mots, mais rien ne sort pendant plusieurs secondes. Puis tout explose. Il raconte sa signature, sa nouvelle richesse, les nuits sans sommeil, le serpent noir, les malheurs qu'il provoque malgré lui. Il parle vite, trop vite, comme un homme qui se noie. Le pasteur l'écoute en silence, les sourcils froncés, les mains jointes. Quand Charlie termine, la pièce semble plus froide. Le pasteur inspire profondément et dit doucement. « Et tu n'as pas signé un contrat normal. Ce que tu décris, c'est un échange spirituel. » Charlie se fige, les yeux grands ouverts. « Alors, tu peux m'aider ? Je peux revenir en arrière ?» Le pasteur baisse les yeux, et ce geste suffit à glacer le sang du jeune homme. Le pasteur parle lentement, comme s'il marchait sur des éclats de verre. Un pacte, surtout un pacte de cette nature, ne s'annule pas. On ne reprend pas ce qui a été offert. Ton consentement a ouvert une porte. Cette porte, personne sur terre ne peut la fermer. Charlie recule d'un pas, comme frappé par une masse invisible. Non, non, pasteur, je ne savais pas ce que je faisais. Je voulais juste sauver ma mère. Je sais, mon fils. Mais un choix reste un choix. Tu as échangé ton avenir sans le lire. Et ce genre d'échange exige toujours quelque chose en retour. Ces mots s'écrasent dans la poitrine de Charlie comme des pierres. Il sent une chaleur brûlante dans sa gorge, un cri qu'il ne laisse pas sortir. La vérité tombe sur lui avec une violence silencieuse, il est pris au piège. Pas symboliquement. Pas moralement. Réellement. Spirituellement. Définitivement. Charlie quitte l'église en titubant. Chaque pas est une défaite. Il traverse la rue sans regarder, les larmes brouillant sa vision. Il entre dans sa maison luxueuse avec la sensation d'entrer dans son propre tombeau. Il laisse la porte ouverte derrière lui, incapable même de la fermer. Il s'effondre sur le sol du salon, les mains dans les cheveux, la respiration tremblante. Je suis condamné, je suis vraiment condamné, le silence l'enveloppe comme une couverture glacée. Il repense au regard du pasteur, à sa voix, à ses mots. Pas d'espoir. Pas de retour. Pas de sortie. Il regarde autour de lui, cette richesse qu'il avait tant désirée, et ressent un dégoût profond, presque physique. La maison semble plus sombre, plus lourde, comme si elle se refermait déjà sur lui. Il murmure, « J'ai signé ma fin, sans même savoir lire ma sentence. » Alors qu'il reste là, effondré, une ombre glisse lentement sur le sol, juste à la limite de son champ de vision. Il relève la tête, le souffle coupé. La pièce semble retenir son air. Et dans cet instant suspendu, une certitude glisse dans son esprit, la nuit qui arrive ne me laissera aucun répit. La dernière nuit commence sans prévenir, sans signe, sans avertissement. Le soleil se couche lentement, mais autour de Charlie, la maison semble s'assombrir avant l'heure, comme si la nuit s'était invitée trop tôt. Il sent quelque chose dans l'air, une lourdeur écrasante, une présence qui ne se cache plus. Il ferme la porte derrière lui, avance dans le salon, le cœur battant trop lentement, trop fort, comme un tambour funéraire. Il sait, au fond de lui, que cette nuit ne sera pas comme les autres. Il le ressent dans sa peau, dans ses os, dans la façon même dont l'air circule autour de lui. Il murmure, « Ce soir, quelque chose va tomber. » La maison devient silencieuse, un silence si profond qu'il en brûle les oreilles. C'est le calme avant l'arrivée du cauchemar. À minuit passé, un froid brutal envahit la maison. Pas un courant d'air, un souffle glacial, comme venu d'un autre monde. Charlie se redresse d'un coup, les yeux écarquillés. Il entend un glissement lourd dans le couloir, lent, interminable. Puis il le voit. Le serpent. Mais cette fois, il n'a plus la taille d'un serpent. Il est gigantesque.
Sa tête touche presque le plafond, son corps s'étire sur plusieurs mètres, épais, monstrueux, noir comme un trou dans la réalité. Ses yeux rouges brûlent comme deux soleils maléfiques. Le monstre avance, chaque mouvement faisant vibrer le sol. Charlie recule contre le mur, incapable de respirer. Et soudain, la voix surgit dans son esprit, plus forte, plus grave, plus définitive que jamais. Ce soir, tu t'arrêtes. Pas d'ordre. Pas de menace vague. Un verdict. Une sentence. Charlie sent ses forces le quitter d'un coup. Sa vision se brouille, ses jambes se plient malgré lui. Il tente de crier, mais aucun son ne sort. Le serpent approche encore, son souffle glacé effleurant son visage. Sa conscience commence à entrer dans un tunnel noir, comme si quelqu'un éteignait la lumière dans son cerveau, morceau par morceau. Il lutte, tente de rester présent, mais son esprit se désagrège, glisse, se dissout. Il voit des images floues, des fragments de sa vie, sa mère, son quartier, ses rêves, tout devient lointain. Le serpent incline sa tête, lentement, comme pour admirer sa chute. Et tu dors, et tu meurs. La phrase résonne dans tout son être. Il sent son corps devenir lourd, trop lourd. Sa respiration se fait rare, presque inexistante. Une obscurité liquide engloutit sa vision. Son esprit vacille au bord du néant. Alors que tout semble s'effondrer en lui, une dernière impulsion surgit, comme un refus instinctif de disparaître. Une peur primitive, brutale, violente, remonte du fond de sa gorge. Ses yeux s'ouvrent une dernière fois, grands, terrifiés, fixant le monstre qui s'apprête à le dévorer. Et un cri éclate. Pas un cri humain. Un cri arraché à quelqu'un qui voit la fin, quelqu'un qui se noie en plein air. Un cri qui déchire sa poitrine, qui fait vibrer les murs, qui semble repousser l'air lui-même. Va. Un cri qui ne demande pas l'aide. Un cri qui annonce la chute. Un cri qui marque la frontière entre ce monde et ce qui l'attend derrière. À l'instant même où son cri déchire la pièce, tout devient blanc dans son esprit. Pas un blanc lumineux, un blanc vide. Un blanc qui efface. Son corps s'effondre, sa conscience s'étire, se déchire, puis disparaît. Dans ce silence absolu, une dernière sensation traverse sa peau, un souffle froid, immense, qui semble dire que quelque chose vient de se refermer. Et puis, plus rien. Charlie se réveille en hurlant, le cœur battant comme un tambour de guerre. Il se redresse d'un coup, la respiration coupée, les yeux écarquillés, encore prisonnier du cri qu'il pensait avoir laissé dans l'autre monde. La première chose qu'il voit, ce ne sont pas les murs blancs de sa villa, mais les murs fissurés, humides, familiers de sa petite maison modeste. Le ventilateur tremble au plafond, la fenêtre laisse passer un rayon de soleil poussiéreux, et dans la pièce, rien n'a changé. Rien. Pas de luxe, pas de marbre, pas de serpent. Charlie passe la main sur son visage, tremblant, vérifie ses bras, son corps, la pièce entière. Tout semble terriblement réel. Terriblement normal. Il inspire profondément, comme s'il sortait de l'eau après s'y être noyé. Son cœur refuse de ralentir. Il murmure, « Qu'est-ce qui m'est arrivé ?» Le choc est si violent qu'il a l'impression de revenir d'un gouffre. Il reste assis sur son lit, immobile, et les images reviennent comme des éclairs, la villa, les catastrophes, l'argent, le serpent immense, la voix dans sa tête, le cri final. Tout est trop précis. Trop cohérent. Trop vivant. Ce n'était pas un cauchemar ordinaire. Ce n'était pas une hallucination due à la fatigue. Ce n'était pas non plus une imagination déformée. C'était différent. Radicalement différent. Un rêve ne laisse pas une sensation dans la chair. Un rêve ne laisse pas une peur dans les os. Un rêve ne laisse pas cette impression de revenir d'un lieu qu'on n'aurait jamais dû visiter. Il se lève lentement, regarde autour de lui, touche chaque objet comme pour confirmer la réalité. Son cœur se serre. Ce n'était pas un rêve. On m'a montré quelque chose, dit-il, la voix basse, presque reverente. Et cette certitude s'installe, il a vécu une vision, une immersion, une expérience que l'esprit humain n'est pas censé supporter. À mesure que son souffle se stabilise, une vérité s'impose à lui, claire comme une parole invisible, ce qu'il a vécu était un avertissement. Un message venu d'au-dessus de lui,
au-delà de lui, plus fort que lui. On lui a montré la fin avant qu'il ne prenne le chemin. On lui a présenté le piège avant qu'il n'y tombe. Ce pacte, cette richesse empoisonnée, cette vie luxueuse qui détruit tout, tout cela n'était pas une fiction. C'était une révélation. Un enseignement. Une main spirituelle posée sur son destin pour l'empêcher de se détruire. Il ferme les yeux, les larmes au bord des paupières, et répète, « On m'a sauvé avant que je signe. On m'a ouvert les yeux avant que je me perde. » Il se rend compte que ce qu'il a vécu n'était pas une condamnation, mais une délivrance préventive. Mais si la gratitude monte dans son cœur, la peur, elle, refuse de disparaître. Son corps tremble encore. Son souffle se coupe parfois. Chaque ombre dans sa maison semble plus sombre que d'habitude. Il a la sensation qu'un morceau du cauchemar s'est accroché à lui, un écho, un souffle, un frisson. Il se lève, regarde ses mains, et murmure, « J'ai vu ma fin, j'ai vu ce que j'allais devenir », cette pensée le glace. Mais immédiatement après, une autre émotion surgit, plus douce, plus fragile, la reconnaissance. Il tombe à genoux, la tête contre le matelas, et dit d'une voix tremblante, « Merci, merci de ne pas m'avoir laissé tomber. » Ses larmes tombent au sol. Des larmes qui portent la peur de la mort, et la gratitude d'être encore vivant. Alors qu'il se relève, essuyant ses yeux encore humides, un léger courant d'air traverse la pièce. Le rideau bouge à peine. Un frisson lui parcourt la peau. Il ne voit rien, mais son cœur perçoit quelque chose. Comme si la frontière entre ce qu'il a vu et ce qu'il vit à présent n'était pas encore complètement refermée. Et une question l'effleure, silencieuse, inexorable, « Pourquoi m'a-t-on montré tout cela, et qu'est-ce que je dois faire maintenant ?» 2 jours après son réveil, alors que Charlie tente encore de reprendre souffle dans sa petite maison modeste, on frappe soudain à la porte. Un toc-toc rapide, familier. Il sursaute, le cœur battant, car chaque bruit réveille un morceau du cauchemar. Il ouvre, et reste figé. Daniel, son ami d'enfance, se tient devant lui avec un sourire large, excité, presque trop heureux. « Frère ! Tu ne vas pas croire ce que j'ai trouvé, » dit-il en entrant sans attendre. Charlie sent immédiatement une tension glaciale dans sa poitrine. Daniel s'assoit, gesticule, parle vite. Il y a un homme, un type propre, classe, qui propose une opportunité de malade. Il dit qu'en quelques jours, la vie change. Frère, c'est du vrai sérieux. À ces mots, le corps de Charlie se crispe. Son sang se glace. Il reconnaît chaque mot, chaque phrase, chaque promesse. C'est la même, exactement la même. Daniel ajoute. Il dit que c'est simple. Juste un papier à signer? Charlie ne respire plus. Le serpent, la villa, la chute, tout revient en une seconde. Il attrape le bras de Daniel avec une force que lui-même ne comprend pas. Écoute-moi bien. Laisse tomber ça. Immédiatement. Daniel le fixe, surpris, presque amusé. Mais frère, tu n'as même pas écouté. J'ai écouté. J'ai tout écouté avant toi. Et je sais ce qui se cache derrière. Tu ne vas pas signer. Tu m'entends? Tu ne vas pas signer? Son ton est grave, presque tremblant. Il n'a jamais parlé comme ça. Daniel fronce les sourcils. Pourquoi tu cries? Tu fais peur là. Charlie inspire profondément, ferme les yeux une seconde pour contenir le tremblement dans sa voix. Parce que ce que tu appelles opportunité, c'est une chaîne. C'est un piège. C'est la fin, Daniel. Il ne peut pas raconter tout. Pas les visions, pas le serpent, pas l'agonie. Mais son regard suffit. Il y a dans ses yeux une vérité brutale, vécue, impossible à inventer. Daniel recule légèrement, déglutit, puis murmure. Ok, si c'est toi qui me le dis, j'abandonne. Il se lève, confus, encore sous le choc. Charlie, lui, sent une vague de soulagement et de peur mêlée. Le dimanche suivant, Charlie se rend à l'église, tremblant mais déterminé. L'intérieur est rempli, les chants résonnent doucement. Lorsqu'on demande si quelqu'un a un témoignage, il se lève. Ses jambes tremblent, mais sa volonté tient debout. Arrivé devant, il respire profondément. Il parle. De son rêve. De la richesse qui détruit.
Des catastrophes. Du serpent noir. De la voix qui le menaçait. Il ne donne pas de détails sombres, mais il raconte l'essentiel, le piège de l'argent facile, la manière dont certains chemins brillants cachent des ténèbres profondes. Il dit. On m'a montré ce que je deviendrais si je suivais la route rapide. Ce n'était pas un rêve. C'était un avertissement. Une mise en garde. Un sauvetage. Les gens l'écoutent en silence, certains bouche bée, d'autres les yeux humides. Je suis revenu avec un message, tout ce qui brille n'est pas une bénédiction. Parfois, Dieu ne donne pas l'or. Il montre la tombe pour éviter qu'on y tombe. Un murmure traverse la salle. Son histoire frappe les consciences comme une tempête invisible. À partir de ce jour-là, Charlie change. Il ne cherche plus la richesse, ni les raccourcis, ni les promesses brillantes. Il devient un messager. Un témoin. Une voix qui prévient, qui éclaire, qui alerte ceux qui frôlent le danger sans le savoir. Il parle aux jeunes du quartier, à ceux qui rêvent trop vite de luxe, à ceux qui jalousent les chemins courts. Il leur dit. J'ai vu la fin. J'ai senti la chute. On m'a donné le droit de revenir pour vous dire de ne pas y aller. Son ton n'est pas celui d'un homme effrayé, mais d'un homme qui a traversé un feu invisible et qui porte encore les traces brûlantes dans l'âme. Il marche désormais avec une mission, empêcher les autres de signer ce qu'il a vu. Éviter que quelqu'un d'autre ne fasse le même pas, prévenir avant que la lumière trompe, avant que la nuit avale. Un soir, alors que Charlie rentre chez lui après avoir parlé à un jeune, il sent un petit frisson parcourir sa peau. Le même que celui qu'il avait senti le matin de son réveil. Il lève les yeux vers le ciel sombre, silencieux. Il ne voit rien, mais quelque chose en lui comprend que l'avertissement n'a pas été donné pour rien. Et une question, aussi vaste que le destin, se glisse dans son esprit. Et si ce que j'ai vécu n'était que le début de ma vraie mission? À 25 ans, Charlie marche désormais d'un pas lent mais décidé dans son quartier. Son visage porte encore les traces des nuits de terreur, mais ses yeux, eux, brillent d'une lucidité nouvelle. Il n'est plus le jeune homme affamé de richesse, ni celui qui courait derrière des promesses brillantes. Aujourd'hui, il vit simplement. Il se lève tôt, aide sa mère comme il peut, travaille honnêtement, même si l'argent reste rare. Il vit dans la même petite maison modeste, avec ses murs fissurés et son ventilateur fatigué. Mais quelque chose a changé. Quelque chose en lui s'est réorganisé, comme si la tempête intérieure avait laissé un terrain plus solide. Chaque matin, il se rappelle ce qu'il a vu, ce qu'il a senti, ce qu'il a failli devenir. Et ce souvenir brûlant le maintient éveillé, vigilant, ancré dans le réel. Ce qu'il a retenu de son expérience dépasse la peur, dépasse la douleur, dépasse même la vision du serpent. Il a compris que la vie n'est pas un raccourci. Que la souffrance ne donne pas le droit de vendre son âme pour s'en sortir. Que tout ce qui arrive trop facilement arrive souvent avec une facture cachée. Il répète souvent, la vie n'a jamais oublié personne. Mais elle teste chacun. Et pour la première fois, il comprend le sens de ces mots. Il sait désormais que la richesse n'est pas un objectif. Que l'argent n'est pas un salut. Que la paix vaut bien plus que le luxe. Il sait aussi que certains chemins que les hommes appellent opportunités ne sont que des pièges déguisés en lumière. Charlie parle avec une conviction que même les plus sceptiques ressentent. Il dit aux jeunes. Quand quelque chose te promet tout sans effort, demande-toi ce qu'il va te prendre en retour. Il raconte son histoire comme une mise en garde, une mémoire brûlante, la richesse rapide n'est jamais gratuite. Elle exige toujours un sacrifice, un échange, une part de soi que l'on ne récupère jamais. Il explique que le monde aime séduire, attirer, impressionner, mais que derrière certains sourires se cachent des gouffres. Son message n'est pas un sermon. C'est un avertissement. Une vérité vécue. Et ceux qui l'écoutent sentent que ces mots portent une profondeur qui ne s'invente pas. Aujourd'hui, Charlie ne vit pas dans l'abondance matérielle. Il vit dans une paix fragile mais réelle. Il ressent parfois encore un frisson, comme un rappel du chemin qu'il aurait pu prendre. Mais au lieu d'y voir une menace, il y voit une grâce. Une main invisible qu'il a tirée du bord de l'abîme. Il remercie chaque jour pour cette seconde chance. Sa foi s'est renforcée. Son cœur s'est apaisé. Il conclut souvent, les yeux baissés. Dieu ne m'a pas rendu riche.
Il m'a rendu conscient. Et c'est une richesse que personne ne peut me voler. Et parfois, quand il s'arrête devant sa porte le soir, il regarde le ciel silencieux et murmure « Je suis prêt maintenant ». Non pas prêt pour un combat, mais prêt pour la mission qu'on lui a confiée. Une mission simple, mais vitale, éclairer ceux qui avancent trop vite vers l'obscurité.